C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, bonjour Amélie, ça va bien de ton côté aussi? Ça va très très bien et aujourd'hui, bien, on clôt la série de capsules sur la psychologie positive. Oui, j'ai pensé terminer cette série-là en mentionnant comment la recherche en psychologie positive peut favoriser la santé mentale. On en a déjà parlé, mais il y a un article qui est sorti vraiment très intéressant là, qui a été écrit par des spécialistes de la psychologie positive. Je tiens à mentionner les sources parce que c'est vraiment un beau travail. Rebecca Shanklang, Martin Bény, ça c'est un psychologue et un enseignant québécois, et Nicolas Bressoud. Alors, la première chose, je veux rappeler, là, on en a parlé, mais je tiens à rappeler que la psychologie positive, là, c'est pas la pensée positive, ni une quelconque idéologie qui veut qu'on soit heureux à tout prix. La psychologie positive, c'est l'étude scientifique des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. C'est pas juste le je mets moi, là. Alors, la psychologie positive vise à acquérir des connaissances rigoureuses sur la résilience, la capacité de rebondir après les épreuves, la prévention, c'est toujours mieux prévenir que guérir, les forces de caractère dont on a beaucoup parlé et l'épanouissement humain. Alors, tu vois, le champ de la psychologie positive, c'est très, très vaste. Et aujourd'hui, on va parler seulement, par exemple, de 3 déterminants du bien-être sur lesquels la psychologie positive peut intervenir pour favoriser la santé mentale. Alors, rappelons à nos auditeurs là, que quand on parle de santé mentale positive, on parle de bien-être émotionnel, c'est-à-dire l'humeur positive et la satisfaction. On parle de fonctionnement psychologique, c'est-à-dire l'acceptation de soi, l'accomplissement personnel, le sens donné à la vie, les compétences, l'autodétermination, et les relations satisfaisantes avec les autres. Et quand on parle du fonctionnement social de l'individu, on parle d'acceptation sociale, de contribution sociale, de cohérence et d'intégration sociale. Et Sylvie, en quoi la psychologie positive peut nous aider à améliorer notre santé mentale? Le premier élément concerne ce qu'on appelle l'orientation de l'attention vers des aspects positifs. De façon naturelle, notre cerveau, il a tendance à percevoir en premier tous les aspects négatifs et les aspects menaçants des situations. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité, mais en fait, c'est pour nous permettre de survivre. Parce que si je vois pas les dangers, ça se pourrait que je me fasse poquer. Alors, fondamentalement, c'est ce qu'on appelle le biais de la négativité, mais si on laisse cette tendance-là faire ce qu'elle veut, on pourra pas percevoir les aspects positifs de notre vie parce que les autres sont pas dangereux. Alors, la psychologie positive, elle a élaboré des exercices pour nous aider justement à réorienter notre attention vers les aspects positifs ou satisfaisants de notre quotidien. Par exemple, on va suggérer aux gens de noter chaque soir jusqu'à 5 faits, événements ou personnes pour lesquels ils éprouvent de la reconnaissance et de la gratitude. Et ça procure vraiment un très bon bienfait, là. Tout à fait. Il y a des bienfaits immédiats, l'augmentation des émotions positives, de la satisfaction, l'amélioration de la qualité du sommeil, la diminution du stress, des symptômes anxieux et dépressifs. Mais en plus, c'est vraiment un exercice et ça favorise la réorientation de notre attention vers les aspects positifs. Donc, c'est pas juste à court terme, mais à plus long terme. Le deuxième élément qui favorise une bonne santé mentale psychologique concerne la fameuse pleine conscience dont on a déjà parlé et les compétences émotionnelles. Il y a 5 catégories de compétences émotionnelles. Dans le fond, c'est relié aux émotions. L'identification des émotions, les nôtres et celles d'autrui, la compréhension, l'expression et la régulation des émotions. Tu sais, pour éviter qu'on se sente emporté comme par un tsunami, là. Et il y a aussi l'utilisation de ces émotions-là et de celles d'autrui dans le but de mieux s'adapter aux situations. Alors, il y a des interventions en milieu scolaire, par exemple, qui aident les enfants à mieux identifier leurs émotions. Et il y a des interventions qui visent une meilleure régulation des émotions, entre autres par une meilleure acceptation de celles-ci. Tout notre réflexe, là, c'est que quand ça fait mal, on veut pas vivre ça. Donc, on va refuser l'émotion, on va essayer même de l'étouffer pour pas souffrir. Mais c'est l'inverse, là. Plus tu forces pour combattre, plus tu souffres. Il faut au contraire s'entraîner à une meilleure connaissance et à une plus grande tolérance face aux diverses émotions. Et ça se fait entre autres par le fameux biais de la pratique de pleine conscience ou présence attentive. Parce que ces pratiques-là, méditation ou autre, ça nous permet de cultiver la conscience
corporelle et émotionnelle. Ça nous permet d'augmenter notre attention, notre concentration et notre acceptation. Alors, les recherches ont clairement démontré que l'efficacité des pratiques de pleine conscience s'expliquait justement par le fait qu'elles réduisent les ruminations mentales. Tu sais, notre fameux petit hamster qui spinne tout le temps dans notre tête, là. Mm-hmm. Et ça calme aussi l'agitation émotionnelle, là. Au lieu d'être emporté par le tsunami, on arrive à respirer et à accepter tout ça. Donc, ces pratiques-là nous aident à développer la fameuse flexibilité psychologique dont on a déjà parlé et qui est essentielle à la santé mentale positive. Et pour ceux qui n'aiment pas vraiment la méditation, là, consolez-vous, il y a d'autres façons dont on peut développer différentes facettes de la présence attentive, telles que, par exemple, l'observation attentive, l'acceptation, le non-jugement et la non-réactivité. Pas réagir comme une bombe par le biais des activités quotidiennes. Plus on fait des activités quotidiennes d'une certaine façon, plus on pratique la présence attentive. Et il y a un troisième déterminant là, dans la santé mentale. Absolument. On parle des besoins psychologiques fondamentaux. Il y a 3 besoins psychologiques fondamentaux qui doivent être comblés. Le premier, c'est le besoin d'autonomie. C'est-à-dire que la personne a le sentiment de pouvoir choisir ses actions. Le deuxième besoin, c'est le sentiment de compétence, c'est-à-dire que la personne se sent compétente dans plusieurs domaines de sa vie. Puis le troisième besoin concerne les relations avec les autres, c'est-à-dire qu'on peut développer un sentiment d'appartenance et de lien social. Alors, on a déjà parlé des recherches qui démontrent que lorsque ces besoins-là sont comblés en milieu de travail, par exemple, oui, avec les travaux de Jacques Forêt et tout ça, les employés disent avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Ils ressentent une plus grande satisfaction au travail et une meilleure santé psychologique. C'est quand même intéressant. Et on s'intéresse de plus en plus à promouvoir la santé mentale psychologique parce que les recherches ont démontré quelque chose qui semble évident, mais qui n'avait pas été prouvé avant, c'est que plus on a une bonne santé mentale, moins il y a de risques d'avoir des problèmes de maladie mentale. Et c'est la psychologie positive qui permet de développer les théories et les outils pour augmenter justement les facteurs protecteurs qui vont soutenir notre santé mentale. Alors, tu vois ça, cette dernière capsule-là, c'est ce qui termine notre série sur la psychologie positive. Alors, j'espère que les auditeurs vont s'intéresser à la psychologie positive, qui est vraiment un domaine scientifique en pleine expansion. Il y a des applications dans tous les domaines, au niveau personnel, professionnel, en éducation, là, etc. Et il y a une journée, je pense, le 12 juillet, sur la psychologie positive. Écoute, cet été, on est gâtés. Le 12 juillet, il y a une journée de conférence francophone sur la psychologie positive. C'est à l'UQAM. Et on a des intervenants québécois et internationaux, mais tous francophones. Et on peut aller sur le site psychologie-positive.ca. On va pouvoir trouver le programme complet et on va pouvoir se procurer des billets. Ça, c'est à l'UQAM, c'est à Montréal, c'est une chance extra. Et le lendemain, du 13 au 16 juillet, au Palais des Congrès, écoute, il y a le congrès de l'Association internationale de psychologie positive. Et tous les plus grands noms de la recherche de la psychologie positive vont être là. C'est très rare qu'on ait la chance, et là, ils passent à Montréal. Alors on ne te cherchera pas pendant cette semaine-là, on ne te cherchera pas, on va savoir où tu es, hein? Oui, effectivement. Et tu vois, ça, c'est le fun, la psychologie positive. Mais pour les prochaines capsules, on va changer de thème. Mm-hmm. Et évidemment, on reste encore dans une vision positive de la vie, là. On n'ira pas dans la pathologie, ça, c'est pas drôle. Alors, je vais vous présenter les différents éléments afin de développer le pouvoir de créer sa vie. Ben, merci beaucoup, Sylvie. On se reparle dans 2 semaines. Tout à fait. Au revoir.